Mesdames et messieurs, le rugby et la ripaille, ce sport et la bouffe ont une histoire d'amour depuis la nuit des temps. C'est autour de grandes tablées que se forment des équipes, que les avants se soudent, que les trois quarts se prennent pour des artistes. C'est autour d'un bon vin et d'une bonne viande accompagnée de spécialités des terroirs français qu'on reconnaît l'identité d'une équipe. Yves Candlebord nous vient tout droit du Béarn. Jean-Marc et Philippe, c'est frangin, c'est rugby, ferme et charcuterie. Yves, c'est un talent, un accent, c'est les copains, c'est un généreux. Et il le dit lui-même, cet amoureux du rugby parle avec passion du terroir, de son sport de peau et de ce rugby rugueux qu'il a connu. Yves, c'est la transmission à l'état pur. Et quand il parle de cuisine, il ne peut pas s'empêcher de parler de transcendance et de se mettre au service du collectif en cuisine, comme sur le terrain. Ravi et honoré de recevoir dans la Maison Rose un homme qui sait donner et recevoir. Yves, merci d'avoir accepté l'invitation ici dans la maison. Tu n'as pas sourcillé, un texto, 5 minutes plus tard, c'était oui. Enfin, moi je veux te dire merci à toi de m'inviter. Tu sais, j'ai deux passions et la première passion c'est le rugby. C'est même avant mon métier de cuisinier. Alors dès qu'on me parle rugby, je dis oui instantanément. Ah, c'est super. Alors ici, tu sais, on est à Paris. Moi, ce que je voulais savoir, comme le Stade Français dans le monde du rugby, est-ce que Paris a une saveur particulière dans le monde de la restauration ? Paris, c'est le temple de la restauration parisienne. C'est ici que toute la gastronomie, que toutes les tendances, même si les Lyonnais se battent pour dire que c'est la capitale, c'est quand même Paris où vraiment il y a de l'échange, il y a du partage. On est énormément de gens très professionnels, très compétents. Et c'est ici qu'on crée l'âme de la gastronomie française. C'est Paris. Tu l'as dit, deux passions, le rugby avant tout et la cuisine. Tu utilises beaucoup cet état d'esprit rugby, cet état d'esprit d'équipe justement dont on parle beaucoup, les grandes valeurs du rugby, tu l'utilises beaucoup dans ta cuisine. Comment ça se passe? Et en plus, pas que dans la cuisine, mais aussi au niveau, j'ai vu une interview aussi au niveau des serveurs. Il y a toute une émulation où tu places est-ce que tu places stratégiquement comme sur un terrain de rugby tes employés? Ouais, alors aujourd'hui j'ai 58 ans, j'ai 120 employés, j'ai eu jusqu'à 120 employés, je n'ai qu'un CAP de cuisine. Je n'ai jamais fait de formation de management et ma formation de management, c'est de l'école de rugby à quand je suis devenu adulte joueur de rugby. C'est exactement le même fonctionnement, les mêmes valeurs, le même respect. C'est la cohésion, c'est que chaque individu doit être collectif, doit être au service du collectif. Là, nous, le résultat final, c'est le bonheur du client. Et j'emploie vraiment j'ai le même comportement que mes entraîneurs ont eu avec moi pour me mettre au service du collectif. Une des grandes valeurs du rugby, en tout cas au Stade Français et dans beaucoup de clubs aussi de top 14, c'est de former des hommes avant de former des rugbyman. Et tu as dit un truc qui m'a marqué là, c'est je suis devenu un homme, ou en tout cas adulte, avec le rugby aussi. Et à la différence de ce que disait Titi du Sautoir quand il a arrêté sa carrière, il disait c'est un sport qui te garde toujours un pied dans l'adolescence. Tu vois ce que je veux dire? C'est délicat en fait, hein. C'est d'ailleurs quand on arrête et tu as arrêté à 38 ans. Ouais. Mais c'est ce genre de sport qui te garde un pied dans l'adolescence. Oui, parce qu'il y a une forme d'insouciance, quel que soit notre métier, dans notre quotidien, dans notre semaine, quand on se retrouve dans le club où on joue, on se retrouve comme quand on était cadet ou quand on était junior, il y a cette inconscience et cette insouciance qui fait qu'on reste des adultes attardés. Et c'est ça qui est beau parce qu'on se révèle à soi-même, on ne joue plus un rôle, on n'est pas dans une démonstration de marketing ou une démonstration professionnelle, on est juste un petit joueur de rugby avec un maillot et systématiquement le maillot, sur le cœur il y a les cuissons et quel que soit le club où j'ai joué, les cuissons ont eu plus d'importance que moi personnellement. Donc on est dans un état d'esprit de plaisir, de partage, de rencontre et qui nous fait grandir parce qu'il y a une acceptation de l'autre quelles que soient ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques, ses origines, qui fait qu'on est un groupe et que c'est grâce au groupe qu'on va exister. J'aimerais savoir… Je croyais que tu allais me parler de ma carrière de cuisine parce qu'elle est… Non, mais on va en parler, on parlera du bouquin justement à la fin, mais comme tu dis, ta première passion c'est le rugby et ce qui va nous réunir ici c'est ça, et le gueuleton. Moi j'aimerais savoir, tu as été demi-mêlée, est-ce que ton jeu était plus celui de Rory Cocotte, Jérôme Fiol, Gareth Edwards, je sais que c'est ton idole. Et j'en rajouterai un parce que Palois est béarnais, et moi c'est lui qui m'a fait aimer le rugby au-delà de Jean-Luc Sadourny, c'est Carbonneau. Est-ce que ton jeu était plus… dis-moi. Cocotte, non, ça parlait un peu dans la bouche ou pas? Pardon?
Cocotte, Rory Cocotte qui parle dans la bouche, non, c'était un peu ton style de jeu? Non, du tout, non. Donc je t'ai dit Filleul, Gareth. Non, mais Gareth, Ouais, bon, c'est mon idole. Quoi. Gareth, c'est mon idole parce que j'étais gamin et les Diables Rouges, tu vois, ils nous ont fait rêver, même si on les haïs, parce qu'à l'époque, quand même, ils nous tapaient en permanence avec l'équipe de France. Moi, j'ai encore mon match référence, c'est Barbarians All Black de 73. Il y a la relance de 100 mètres avec Gareth qui fait marque à gauche là. Qui fait 2-4D sur le départ et qui va marquer à gauche au bout. Et en plus, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer avec Jean Cormier, notre cher Jeannot qui est malheureusement parti très tôt, qui me l'a fait rencontrer. Gareth parlait français parce que moi je ne parle pas anglais. Donc ça reste Gareth Edwards parce que pour moi c'était le petit génie de ma génération. Après, de tout ce que tu m'as cité, je suis fasciné par Philippe Carbonneau. Voilà. Ouais, parce que Philippe Carbonneau, c'est un doué. C'est quelqu'un qui a joué centre au Stade Toulousain, qui a joué bien sûr neuf à Brive avec toute la campagne européenne et tous les titres qu'ils ont eu à Brive, mais qui aurait pu jouer ailier, qui aurait pu jouer à tous les postes, et qui malheureusement a fait une carrière internationale. Tu vois, plus de 30 sélections quand même. Ouais, mais il aurait dû en avoir 60. Ouais. Il s'est pété le genou juste avant de partir en Coupe du Monde, il n'a pas eu de chance, mais c'est vrai que c'était une beauté de jeu, une intelligence de jeu hors pair. Quoi. Et d'une gentillesse. Avec un gabarit qui n'était pas un gabarit monstre pour l'époque. Mais voilà, je trouve qu'il sentait le jeu, il avait l'intuition du jeu qui était assez exceptionnelle. Bon, je ne parle même pas de lui-même parce que Philippe, c'est un monsieur humainement exceptionnel qui a beaucoup d'humilité d'ailleurs. Beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse et beaucoup de transmission. Voilà. Son fils, là d'ailleurs, commence à jouer à... Alors, quand j'ai vu que, d'ailleurs, il a joué contre le Stade Français, son premier match en top 14, bien sûr que je l'ai regardé, mais je n'ai pu regarder que son fils, parce que c'est vrai que je voyais le petit Carbo. On va revenir sur le Stade Français. Je vais te citer quelques noms de joueurs illustres du Stade Français que tu connais depuis 92. J'ai cru comprendre que tu étais champion de France d'ailleurs avec Thomas Lombard. Ouais, tout à fait. Champion de France des commerçants. Commerçant de Paris. Exactement. Avec Thomas. Et donc les noms que je vais te citer, j'aimerais. Alors à la base, je voulais dire où est-ce que tu les placerais dans ta cuisine, mais j'ai presque envie de transformer en disant quel plat serait par exemple tel ou tel joueur. Par exemple, Christophe Dominici, quel plat serait Christophe Dominici? Ah, c'est dur, je sais. Ouais. Non, Christophe Dominici, c'est l'altriste, oh là là, c'est un plat qui va être obligatoirement que long et profond et puissant et léger à la fois. Tu vois. Christophe Dominici, je vois un poisson, tu vois. Je vois un poisson parce que ça se faufile, un beau bar, un magnifique bar en croûte. Voilà, parce qu'il y avait la carapace, il y avait de la puissance, et quand tu fais un bar en croûte de sel avec un tartare d'algues posé dessus, donc tu as au départ cette carapace où tu sens quand même qu'il y a du muscle, qu'il y a de la puissance, et quand tu le casses, au fond tu as de la douceur, de la limpidité, de la tendresse, mais avec le tartare d'algues, de la puissance de goût. Voilà. Ça ne te laisse pas indifférent, c'est profond. Ouais. Diego Dominguez, pardon. Diego Dominguez. Ouais, c'est l'Argentin, tu vois. Ça peut être le triple café, ça peut être ça aussi, tu vois, en termes de... Diego, même s'il était international italien. Oui, argentin, oui. Ouais, mais l'Argentin, non, c'est une belle côte de bœuf. Ouais, une belle côte de bœuf. À l'Argentine, avec un peu de ce côté un peu yossol, un peu prétentieux, là, qui leur va tellement beau, qui est tellement écoré. C'est pour ça qu'on les bat, parce qu'on les trouve trop beaux. Donc, voilà, une belle côte de bœuf bien ficelée. Pierre Rabadan. Pierre Rabadan, c'est le besogneux, Pierre. Pierre, c'est... Je ne connais pas trop les entraîneurs avec qui l'ont entraîné, mais je pense que c'est le style de gars que tu couches en premier sur la feuille de match. Ouais. Tu le poses sur la feuille de match, donc c'est l'indispensable. C'est du classique. C'est du classique, tu ne te trompes jamais, Pierre, je crois. Tu vois, sur le terrain, il ne se trompait pas. Pour l'avoir vu jouer quand même un bon nombre de fois, je l'ai rarement vu faire un mauvais match. Toujours présent, toujours là quand il faut, où il faut. Donc c'est un grand classique. Eh bien, un œuf mimosa. Tu vois, un œuf mimosa, tu ne te trompes pas. Ouais. Quand tu ne sais pas quoi manger, quand il y a un œuf mimosa, tu le prends et tu es toujours émerveillé. Tu vois, tu peux le manger 10 fois. 10 fois, tu dis, putain, mais c'est bon ça. Pierre Rabadan. J'adore les œufs mimosa, c'est mon meilleur ami. Et Momo Blin disait que c'était le soldat rose par excellence. Le soldat du Stade Français, commencé en 98, 99 champion Réchelle, 5 titres derrière. Au revoir madame, terminé. 400 points de suture sur le coin de la tronche. Et un mec champion de Réchelle, hors norme. Champion de Réchelle 99 avec Momo. Contre qui?
Section paloise. Et 34-17, à Niort. À Niort. Bon, vous avez une génération de mecs quand même. Il y avait une belle. Non, mais vous, la génération de folie. Je suis au match. Ouais. Je suis au match. Je descends à Niort voir la section paloise, finale de Réchelle. Et on prend une danse alors qu'on avait une 34, équipe. Oui. On avait une équipe de diables. C'est une très grosse équipe, entraînée par Jean Anturville et Marc Marais, deux copains avec qui j'ai joué quand j'étais gosse. Ouais. Ah, on prend une belle danse. Extraordinaire. Mathieu Glavani à la mêlée. Ouais. Alors, je pourrais tous les Momo Blin au talon. Salim Tebani. Marty Andis. Moi, j'étais à l'aile à gauche, derrière le franc. Qui est parti après à Marmande et à Agen. Et ce qui est fou, c'est une génération où pratiquement tout le monde a joué à haut niveau après. Et bien, c'est ce que disait Momo depuis 48, en fait, c'est la génération Réchelle où la plupart des mecs ont joué soit en top 14, soit en top 16, soit en Pro D2. C'est rarissime. Ouais. Nous, on joue une huitième de finale du championnat de France cadet à Bayonne contre Saint-Jean-de-Luz. Tu vois, on était des gosses. Et je me rappelle toujours, moi je ne jouais pas, j'étais remplaçant des remplaçants, mais dans le vestiaire à Saint-Léon, c'était encore Saint-Léon à l'époque, l'entraîneur, M. Aratek, nous dit « Profitez de ce moment-là, parce qu'il y en a peu qui vont rejouer dans ce stade-là. » Et ça s'est avéré vrai, il n'y en a que 2 qui ont rejoué sur le haut niveau, sur une génération qui a gagné un Goderman après. C'est rare, ça. C'est une génération dorée du stade français. Et on s'est régalé. On va continuer. Sergio Parissé. Sergio Parissé. Pareil, équipe d'Italie, mais argentin aussi. C'est mais c'est l'Italie quand même. Même si c'est l'Italie, Sergio. Sergio, c'est un beau risotto, tu vois. Un très beau risotto. Un risotto avec des oursins. D'accord. Parce que c'est pareil, c'est la tradition, c'est la classe à l'état pur. C'est le pack qui paraît tellement simple à faire parce qu'il y a peu d'ingrédients, mais qui est tellement technique et tellement précis. Et par contre, avec les oursins, un plat de caractère. Risotto aux oursins. Ça, c'est pas mal, ça. À manger, c'est bon, en plus. Je viendrai goûter ça. Julien Arias. Julien Arias, feu follet. Ça dure, ça. Il faut de la saveur. Un plat qui dure en bouche, tu vois. Un plat qui dure en bouche. Un plat qui quand tu le manges, tu t'en souviens très longtemps. Allez, un aioli, tu vois. Un aioli de poisson. Tu le gardes pendant quelques temps au palais. Marseillais en plus, Julien Arias. C'est pour ça. Un aioli de poisson, tu vois. Tu le manges et tu t'en souviens longtemps. C'est des gars qui font pas trop de bruit. Non. Mais tu vois, ça a des fulgurances en bouche. Ça a des fulgurances en bouche, avec l'ail, avec l'huile d'olive. Et surtout, ça reste à vie. Tu le gardes, ça. Ça rentre dans l'histoire. Et quoi qu'il arrive, ça restera. On s'en souviendra toujours. Allez, les 2 derniers. Thomas Lombard. Thomas Lombard, le Parigot. Que tu connais, Parigot. Parigot 30 ans d'amitié que tu connais depuis 92. Thomas Lombard, Parigot. Gastronome. Très fin gastronome, Thomas. Thomas, il adore manger. Thomas, il adore manger. Très délicat, Thomas. Thomas Lombard, on va lui faire quoi, Thomas, s'il venait manger ce soir? S'il venait manger ce soir, je lui ferai un petit gibier à Thomas, tu vois. Je lui fais une petite bécasse. Une petite bécasse. Pour le titiller. Comme c'est un gastronome, et la bécasse, c'est quand même très particulier comme goût. Il faut vraiment être gastronome pour l'apprécier. Tu vois, une belle bécasse avec un beau château d'œuf du pape. Voilà, pour Thomas. Super. Allez, pour conclure, on est d'actualité. Morgane Parra. Morgane Parra, qu'est-ce qu'on va aller faire au Messin, Auvergnat? On va lui faire découvrir Paris. Morgane, on va lui faire découvrir Paris, parce que c'est un gars qui, je pense, qui a une vraie tête, une tête de veau. Une tête de veau à la parisienne, à Morgane. Il faut aller voir Paris. Il vient d'arriver. Il faut voir que Paris, c'est les paillettes, c'est le rose, mais qui a le bistrot parisien, les valeurs parisiennes. Et je suis sûr qu'il va aimer parce qu'il vient d'un territoire. Le terroir. Le terroir. Tête de veau parisienne à Morgane. Et pour conclure sur le rugby, ici à Paris, si le Stade français était un plat? Si le Stade français était un plat, c'est un plat qui doit étonner. C'est un plat qui doit surprendre, parce que le Stade français, ça surprend tout le temps. C'est quand on ne les attend pas, on parlait avant, 2015, on ne les attend pas, et ils nous font une fin de saison extraordinaire. Cette année, on ne les attend pas. C'est toujours surprenant le Stade français. Donc il nous faut de la surprise, il nous faut de l'étonnement. Oreiller de la Belle Aurore. Personne ne sait ce que c'est. Voilà. C'est un grand pâté croûte, où il y a entre 13 et 15 viandes différentes, qui est un grand classique, que peu de gens connaissent, mais que ceux qui ne connaissent pas le goût sont toujours surpris. C'est un mélange de saveurs, un mélange de structures, c'est un mélange de produits qui viennent un peu de tous les horizons, voilà, et qui, en finalité, fait l'un des plus grands plats de gastronomie française.
oreiller de la Belle Aurore pour le Stade Français. Yves, avant de conclure, j'aimerais qu'on parle 2 minutes quand même de ton bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu voilà, on pourrait rester des heures, mais parle-moi un petit peu de ce. Alors, c'est le bouquin du confinement. Voilà, c'est le bouquin du confinement. C'est l'histoire, elle est très simple. Voilà, on nous a fermé les restaurants. Le premier confinement, on l'a su le samedi pour fermer le dimanche. Moi, j'ai 5 établissements, des produits à profusion. On se les a partagés avec les employés, mais il en restait beaucoup. On en a offert aux clients, mais il en restait beaucoup. Donc, je suis rentré dans ma maison. J'avais pratiquement 100 kilos de marchandises. J'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Les jeter. Tu vois, c'est complètement l'opposé de ce que je pense, parce que derrière chaque produit, il y a un artisan qui a travaillé pour le respecter. Mais je me suis mis à faire des conserves. Comme ma grand-mère m'avait quand même laissé beaucoup et mon père m'avait laissé beaucoup de recettes de conserves. C'est quand on part, qu'on a encore, comme on dit chez nous, la paille dans les sabots, qu'on monte à la capitale pour les premières fois. On a toujours un sac ou une valise pleine de bocaux, parce que les parents, les grands-parents ont la peur du manque, pourvu que tu te nourrisses. Donc j'avais cette culture de conserve, je me suis mis à faire des conserves. Et je me suis régalé à les faire. J'ai redécouvert des nouvelles saveurs. Parce qu'on met un produit en conserve, on va prendre des choses simples comme un petit pois, ça n'a pas du tout la saveur d'un petit pois frais. C'est un autre goût. Alors, je me suis redécouvert tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Surtout qu'en plus, c'est écologique. Ouais. C'est surtout beaucoup de gâchis, justement. Anti-gaspi. Et ça va à l'opposé d'une phrase que je dis tout le temps, manger des produits de saison. Mais là, c'est le moyen de manger des produits de saison toute l'année. Ma femme va t'adorer. Elle me parle toujours les produits de saison. Voilà. Yves, merci beaucoup. On a un petit cadeau justement pour toi. C'est voilà, la petite dédicace parisienne. Tu verras, j'ai pris, alors c'est ce que je disais à Yvan Hoff tout à l'heure, j'ai pris AXL tout en sachant que voilà, je te savais costaud, gaillard. Ça va. Mais écoute, c'est quand même une grosse provocation pour mon peuple vert et blanc, pour mon peuple béarnais. Mais écoute, je serais très fier de jouer à la pelote ou de jouer aux boules avec. Voilà. Je vais en faire bisquer quelques-uns, ça va être un peu de provocation. Mais je dois reconnaître que le rose est très beau. La première partie de boule, on voudra une petite photo alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Raphaël. Merci à toi. Merci à toi. Merci.